Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être avec nous pour le podcast L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui je suis avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Sidonie. Merci d'être là Chloé. Est-ce que s'il te plaît tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Chloé Michelini, j'ai 42 ans, je suis maman d'un petit garçon, Luca, qui a 5 ans, et je suis donc coach, consultante en bilan de compétences et formatrice sur la région caennaise et surtout au niveau national. Alors déjà pour commencer, coach, est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce que le coaching et quel coach es-tu, s'il te plaît ? Alors qu'est-ce que le coaching ? D'abord le coaching, c'est un accompagnement des personnes qu'on va guider, être à côté d'elles pour pouvoir leur permettre de trouver la solution, mais par elles-mêmes. Ça, c'est vraiment le coaching. On ne trouve pas de solution pour les personnes à leur place, mais on est bien à côté pour poser les bonnes questions qui vont leur permettre de trouver la solution par elles-mêmes. Il y a beaucoup de coaching différents. Il y a du coaching professionnel, il y a du life coaching, il y a du business coaching. Voilà, il y a plein de... Il y a du Chloé coaching. Et il y a du Chloé coaching aussi. C'est quoi le Chloé coaching ? Alors moi, je vais plutôt être orientée sur le bien-être du dirigeant notamment. Ça veut dire qu'on va accompagner la personne, le dirigeant en l'occurrence, à avoir plus de sérénité dans ses fonctions de dirigeant, avoir plus d'apaisement, moins de stress, la gestion du stress, qui va également lui permettre de pouvoir avoir des fonctions notamment managériales plus apaisées avec le personnel. Donc quand tu dis dirigeant, c'est-à-dire un dirigeant, un PDG ou un manager ? Quelqu'un comme ça ? Un cadre dirigeant, un manager, okay. Généralement des personnes qui ont effectivement des personnes à manager. Ok, et pourquoi tu as choisi cette cible ? Eh bien, disons que c'est une cible qui me parle, puisque moi-même, je suis issue du milieu du management. J'ai été manager pendant plus de 10 ans dans des secteurs variés. J'ai été manager dans le CHRD au préalable, donc CHRD. Café, hôtellerie, restauration, okay. Etc. Et puis... un certain nombre d'années également dans le retail. Donc, j'étais manager dans le retail et puis j'ai été ensuite... Retail, ça va être la grande distribution notamment. Lidl ou Castorama pour pas les citer. D'accord. et puis ensuite DRH. D'accord. Je passe l'entre-deux, mais voilà. Donc en gros, tu sais les difficultés qu'il y a dans ces postes-là parce que tu y as été, donc tu as eu envie d'amener une réponse ? Oui, clairement. C'est-à-dire que j'ai pu accompagner des équipes entre 10 personnes jusqu'à une centaine de personnes. Le dernier poste en date, effectivement, j'avais 1200 collaborateurs sur la région. Et on connaît les difficultés. C'est-à-dire que on peut aimer l'humain, mais l'humain est singulier. Et quand on est dirigeant d'entreprise, notamment dans les TPE, on n'a pas toujours les meilleures clés pour pouvoir accompagner l'humain. Et c'est souvent aussi une source de difficultés ensuite relationnelles qui engendrent du stress, qui engendrent du mal-être chez le dirigeant, parce qu'il ne sait pas comment faire face à telle ou telle personne. On n'est pas manager inné, et on n'est pas tous en capacité d'avoir une compréhension de l'humain inné non plus. Ouais, tu veux dire qu'en fait l'aide que tu apportes elle est plutôt basée pas sur des aspects techniques mais vraiment sur le côté communication, relations interpersonnelles, des choses comme ça ? Exactement, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que déjà quand j'accompagne les dirigeants, les managers, etc., c'est déjà de repasser par une compréhension de qui et la personne, lui-même, la connaissance de soi, c'est-à-dire que prendre conscience qu'on est singulier, qu'est-ce qui se joue chez nous déjà, première chose, et une fois que j'ai conscience de qui je suis, de mes potentiels, de mes particularités, de ma singularité, je suis à même de mieux comprendre aussi à ce moment-là que l'autre l'est. Et donc de comprendre pourquoi l'autre réagit peut-être différemment de ce que je pouvais attendre, et à ce moment-là, on va venir apporter des clés sur comment mieux communiquer, comment poser le cadre, comment mieux gérer peut-être les conflits, voilà. Comment mieux peut-être mettre en place des nouvelles idées ou des choses qui pourraient paraître un peu incongrues à des employés, des choses comme ça ? En tout cas, apaiser d'abord son niveau de stress, son niveau de mal-être face aux situations, pour ensuite harmoniser les relations. Ça, D'accord. C'est très important. Okay. Alors, business coaching, moi, je ne suis pas sur le business coaching. En revanche, sur la partie formation, je vais être sur la formation de la posture managériale, justement. Souvent... C'est-à-dire que tu proposes des formations pour cette même cible ?
Exactement. Et cette formation, donc, par contre, c'est pas de l'individuel, si? C'est de l'individuel, ou du coaching, ça va dépendre. J'interviens pour des groupes d'entreprises, j'interviens pour des institutionnels, etc. en formation. Mais c'est tout à fait aussi possible quand notamment j'ai un dirigeant d'entreprise qui vient pour une amélioration de la gestion du stress ou bien un besoin d'aller mieux, peu importe la définition. Eh bien, on va commencer, comme je te disais tout d'abord, sur la partie coaching pour lui, pour améliorer son niveau de bien-être, et ensuite généralement ça va aboutir à une formation sur de la posture managériale. Et est-ce que tu dirais que quand tu aides ces managers, donc que ce soit en individuel ou en groupe, est-ce que c'est une façon de faire qui est cartésienne, ou est-ce qu'il y a beaucoup de parce que je suis en train de me dire que tout est lié dans la vie et que un manager qui va apprendre à se connaître, ça va peut-être aussi toucher sa sphère intime, sa famille, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, complètement. On est d'accord que on forme qu'une seule et même personne. Ouais. Donc, on a beau dire on n'est pas le même au travail que dans la sphère personnelle, c'est pas vrai. Généralement, t'as beau faire, mais tu ramènes toujours un petit peu une part de toi au travail et réciproquement. Donc, oui, il va y avoir cet aspect-là de la connaissance de soi qui va avoir des répercussions tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. D'ailleurs, je dis toujours, quand je commence un coaching, je toujours prévenez votre entourage proche. Attention, ça va secouer, les gars. Que vous allez commencer un coaching. Ouais. Voilà, c'est important parce qu'il y aura forcément des transformations. En revanche, pour la partie managériale, j'ai également été manager, comme je te disais, et donc pour moi c'est hyper important d'avoir des outils pratico-pratiques. On est des gens de terrain, moi je suis très dans l'opérationnalité, donc on va pas juste rester à un niveau de connaissance un peu volatile, non, c'est comment je peux avoir des outils concrets demain que je peux réutiliser en entreprise avec mes salariés tout de suite, quoi. Donc en gros, tu aides la personne d'abord, donc elle doit se connaître elle-même, et toi ça te permet de la connaître en même temps, et ensuite, selon ce qu'elle est, tu proposes des outils qui sont adaptés. Exactement. Pour qu'elle soit efficace dans son travail, dans sa gestion de l'humain, etc. Exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'un coaching, on s'offre pas un coaching tous les jours. Déjà, c'est un investissement en temps, en argent, clairement, aussi pour la personne. Mais c'est pas pour rien, en fait. Si à un moment donné, on a le sentiment que c'est le moment pour nous de prendre une pause, pour pouvoir remettre les choses en ordre, pour mieux prendre la direction qui nous convient, c'est important. La connaissance de soi, c'est un grand thème. Mais c'est surtout pour se dire, voilà, pourquoi dans telle situation ou dans telle autre, je réagis comme ça? Pourquoi, à un moment donné, quand je suis face à telle personne ou dans ce contexte-ci, ça m'énerve autant? Ouais. Pourquoi telle situation génère chez moi autant de stress? C'est ça la connaissance de soi. C'est pourquoi, en fonction de tel ou tel événement, je réagis de telle ou telle manière. Bon, eh bien, comprendre pourquoi à l'intérieur de soi ça génère ça change tout. Oui, ça permet comment on dit quand on enlève un truc d'une bombe, là, désamorcer. De désamorcer. Bien sûr. Merci. C'est ça, en fait. Ouais. Et puis, comprendre aussi, parce que quand on est dirigeant, généralement, on est l'homme à tout faire. On est le couteau suisse, c'est-à-dire qu'on fait tout. Et pour moi, c'est clair qu'on est toujours meilleur sur le développement de son potentiel plutôt que l'acharnement à développer dans l'effort ce qu'on n'aime pas faire. Bon. Attends, vas-y, refais-la, celle-là. Tu veux dire qu'on est meilleur à se développer soi? Dans son talent, c'est-à-dire développer son talent plutôt que de se forcer à développer quelque chose qui nous demande de l'effort et qui nous contraint. Okay, tu vois ouais. Et donc, en fait, la connaissance de soi, c'est aussi de poser ça. C'est-à-dire, dans quel domaine je suis compétent? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne? Dans quoi je vois pas le temps passer, etc. Ouais. Et puis, à ce moment-là, de se dire, alors, comment je peux faire pour développer davantage cet aspect-là de moi? Et au contraire, identifier ce qui me coûte du temps, etc. Et peut-être, à ce moment-là, de déléguer aussi. Parce que apprendre à déléguer, c'est pas simple, au final. Exactement. Ouais. Et c'est souvent aussi ça, en fait, qui génère du stress. Et c'est quoi souvent, justement, les causes d'avoir du mal à déléguer? L'ultra-contrôle. L'ultra-contrôle, généralement dans les TPE, notamment en plus que dans les grandes entreprises, parce qu'on n'est pas construit de la même manière. Dans la TPE, généralement, le dirigeant d'entreprise fait tout. Et en plus, il crée son entreprise bien souvent, donc c'est son bébé. Donc on a besoin de tout contrôler, on a besoin de tout voir, on a besoin de tout corriger, repasser derrière tout le monde, etc. Est-ce que c'est bien utile? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'identifier là où on est bon, ce qu'on a envie de faire,
et de pouvoir aussi avoir des capacités en fait à s'entourer, à avoir le bon entourage. J'allais justement te demander, est-ce que dans ton coaching, des fois, ça implique de changer ou de modifier l'entourage qu'on a au travail, en fait? Alors, une chose est sûre, c'est que ça implique qu'on prenne conscience de notre entourage pour le transformer ou pas, voilà. Mais c'est la même chose, c'est comme tout, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, de continuer à avancer sans en prendre conscience, ça n'est pas la même chose que de continuer à avancer en ayant conscience de ce qui ne fonctionne pas. Tout à fait. Déjà, de prendre conscience des choses, c'est le premier step et c'est quasiment 50% du changement. Parce qu'on a mis le doigt là où ça faisait mal et ce sur quoi le changement était nécessaire. Oui, par exemple, ça permet de voir les gens qui finalement sont peut-être très gentils mais pas fiables ou des choses comme ça. C'est ça, ou pas professionnels, ou pas experts dans leur domaine. Et le recrutement, c'est pareil, c'est de l'humain. Donc, c'est souvent aussi que au début, tout se passe bien, et puis dans le temps, ça se passe moins bien. Savoir dire stop, c'est pas une évidence. D'accord. Et donc, du coup, t'as un bel outil qui est le coaching, qui te permet donc d'aider ces personnes. Mais est-ce que tu as d'autres outils à t'apporter ? Qu'est-ce qui fait que tu es Chloé, unique ? Quelle est ta singularité dans ta manière d'utiliser le coaching ? Alors, plus généralement, moi, ce qui me passionne, c'est la gestion de carrière. Ce qui me passionne, c'est l'évolution professionnelle grâce au mieux-être personnel. Et ça, vraiment, ça, c'est ce que j'ai toujours aimé faire dans tous mes jobs, c'était de faire évoluer les gens professionnellement à condition que ça leur corresponde vraiment et qu'ils se sentent bien là où ils sont. Être à sa juste place. Voilà. Je pense que ça n'a pas de prix, en fait, que de faire les choses quand elles sont justes pour soi. Donc, ça implique que, effectivement, la connaissance de soi est au centre de mes accompagnements. Le développement personnel est au centre de mes accompagnements. En revanche, je suis quelqu'un de très pratico-pratique et j'ai besoin d'avoir des outils concrets. Donc, dans tout ce que je vais proposer, que ce soit dans le coaching, dans la formation, dans le bilan de compétences, la base sera toujours autour du développement personnel, un certain nombre de boîtes à outils autour de l'introspection qu'on travaille ensemble, et au cœur également du coaching, pour ensuite avoir des outils pratico-pratiques qu'on peut réutiliser dans son quotidien tout de suite. Ça ressemble à quoi, du coup, si quand tu coaches quelqu'un, tu vas le voir tous les jours, comment ça se passe ? Alors, le coaching, c'est vraiment du sur-mesure. C'est en fonction de la personne et de son besoin, là où elle en est, et ce qu'elle attend en fait. Un coaching, par exemple, ça peut être un coaching purement coaching, sans boîte à outils, parce que la personne n'a pas le temps, voilà. Tu veux dire une discussion en fait ? Une discussion. Tu amènes des clés dans la discussion ? Non, une discussion avec du questionnement ouvert, par exemple, et qui va amener une réflexion pour trouver la solution par la personne. Oui. Ça ne fonctionne pas. Vraiment le coaching, c'est pour ça que j'aime ça. Pourquoi ? C'est parce que le coaching d'abord, c'est tourné vers l'avenir. Oui. C'est la différence avec toutes les thérapies, pas les thérapies, mais tout ce qui est psychologie, etc., qui est tourné vers le passé. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, loin de là. Chacun a son besoin à l'instant T. Chacun sa méthode. Mais moi, ce que j'aime, c'est que le coaching, c'est tourné vers l'avenir. Bien sûr qu'on va identifier dans le passé ce qui a posé problème, mais on va tout de suite se tourner vers l'avenir. Et surtout, on met un plan d'action en place. Donc, on est tout de suite dans l'action. Parce et c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans j'attends ou je vais mettre ça plus tard, non, c'est maintenant que ça se passe. Et puis surtout, dans le coaching, je ne te donne pas de conseils. Évidemment, on peut donner des idées, des moments si ça peut débloquer. Oui, tu discutes quoi, aussi. On discute, mais là, ce qui va vraiment fonctionner, c'est la personne qui va trouver des solutions par elle-même. Ouais. Ça fait du sens pour elle, du coup. Bah oui. Ouais. Moi, je préfère faire ce que je me dis être bon pour moi quand ça vient de moi, que si on vient me donner un conseil et puis le mettre en place. Ça résonne pas. Ouais. Mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du coaching. Donc, ça me convient bien. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu as dit au tout début que tu étais donc coach pour les dirigeants, et tu as dit quoi après ? J'ai formatrice en posture managériale pour les dirigeants cadres dirigeants. D'accord, donc ça c'est avec cet outil coaching, c'est ça ? Non, avec de la formation pure, là pour le coup, en formation professionnelle avec un déroulé pédagogique, etc., sous forme d'atelier par exemple, ou bien sous forme de train coaching. Donc ça veut dire à la fois du coaching et à la fois de la formation individuelle. Voilà. Okay. En coaching, eh bien écoute, si je suis sur de la gestion de stress, par exemple pour le dirigeant, je peux tout à fait venir inclure du breathwork.
Justement, j'allais t'en reparler parce que moi, c'est quand même comme ça que je t'ai connue avec ton yoga du rire et ton breathwork. Et j'avais envie de te poser des questions là-dessus, savoir si tu les utilisais du coup dans tes coachings ou pas. Ouais. En fait, je les utilise beaucoup plus en individuel finalement qu'en collectif. Okay. Parce que ce sont des méthodes qui sont pas très connues, parce que il y a besoin d'avoir peut-être d'abord une connaissance du professionnel pour se trouver dans un climat de confiance et à l'aise pour aller dans ce genre de pratique. En fait, pourquoi ? C'est pour moi, on fait qu'un, donc en pro et en perso, mais aussi l'alignement du corps, de l'esprit, de tout ça, c'est hyper important. Ça veut dire que oui, on peut mentaliser. Si quelqu'un est très mental, on va pouvoir aller sur l'aspect mental. Mais si quelqu'un est très émotionnel, il faut aussi avoir les outils pour aller sur l'aspect émotionnel. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a le lien entre tout ça. C'est-à-dire que la respiration, aujourd'hui, on sait que la respiration est énorme dans la gestion du stress, puisque c'est quand même l'apaisement du système nerveux interne. Pourquoi le breathwork ? Parce que moi, est-ce que juste... Pour nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le breathwork ? Alors, c'est un mot anglais, c'est breathwork. En quoi ça consiste ? Moi, je fais de Alive Breathwork. Ça veut dire que c'est de la respiration active connectée. On n'est pas dans l'hyperventilation, on n'est pas dans de la sophrologie. Et c'est pour ça que j'aime aussi le breathwork, c'est que je suis quelqu'un de très actif. Et donc, me poser pour respirer, ça, c'est compliqué pour moi. En revanche, respirer de manière active, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et quand j'ai découvert ça, cette pratique, pour moi, ça a été une évidence. Quand tu dis respirer de manière active, c'était en faisant quelque chose ? Non, on est allongé. Par contre, on va connecter l'inspiration avec l'expiration à un moment donné. En fait, il n'y aura plus de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et donc, c'est une séance qui va durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, selon les personnes, qui va commencer par une phase ascendante, évidemment, jusqu'à arriver à son pic, une phase descendante, et puis ensuite une relaxation. D'accord. Donc pendant toute cette séance, tu guides les gens sur la manière de respirer. Alors, je vais les guider à travers des mots. Okay. Pas forcément sur leur manière de respirer à proprement dit. Bien sûr que je vais leur dire continue à respirer de manière connectée, l'inspire, l'expire, etc. Mais c'est aussi par rapport à ce que la séance aura voulu mettre en avant, si c'est de la gestion du stress, si c'est lié à une situation particulière, etc. Parce tu veux dire la séance de coaching qui a été faite avant ? Ouais, okay. Exactement. Pourquoi ? Parce que le breathwork, c'est aussi... quand tu respires, c'est aussi là où toutes les émotions arrivent. On est souvent un peu bloqué au niveau de la respiration. Il y a des gens qui respirent en haut. C'est aussi ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit, la respiration. Souvent, on est bloqué au niveau du plexus. Et donc, de pouvoir refaire circuler l'énergie entre l'inspire et l'expire, ça permet de recréer de la fluidité. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais et tu bloques en fait ta respiration. Donc, t'engrammes dans ta respiration une information. Tu vas ensuite, au fur et à mesure de ta vie, engrammer plein d'informations. Tu vas sortir à l'extérieur et tu vas voir le monde avec toutes ces informations que tu as engrammées à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle le filtre. Les filtres des croyances, les filtres des valeurs, le filtre des émotions que tu as vécues, les conditionnements, etc. Mais si la respiration est capable d'engrammer ce genre d'informations, alors elle est tout autant pour pouvoir le libérer ensuite. Et c'est l'avantage du breathwork, c'est que vu que tu vas reconnecter ton inspire avec ton expire de manière à ce qu'il n'y ait plus de pause, alors il y a une libération émotionnelle qui va s'opérer. D'accord, donc c'est effectivement pas juste juste entre guillemets, c'est pas un moment où on se reconnecte juste à soi, c'est un moment de libération émotionnelle. D'accord. Et juste, je précise, tu as raison, ce n'est pas non plus de la détente, loin de là. Ok, oui, c'est ça, parce que en fait, souvent les pratiques respiratoires, par exemple en yoga ou juste en pilates, c'est la respiration, c'est pour revenir à soi. On s'en sert comme un outil entre guillemets pour se reconnecter à son corps. Ouais. Que là, c'est pas ça en fait. C'est vraiment comme si il y avait eu quelque chose qui s'est passé et on le libère. Ouais. Il y a quelque chose qui est rentré qui est pas bon, donc hop, on le fait sortir. Exactement. Okay. Mais on ne sait pas forcément quelle est l'émotion qui va être libérée, tu vois. Hein. Ouais. Mais tu le sens passer du coup. Mais généralement, tu le sens passer. C'est vrai qu'il y a des séances qui sont plus ou moins impressionnantes que d'autres. En revanche, même si c'est pas une séance de détente, on se sent toujours très très bien à la fin d'une séance de breathwork. C'est pas toujours un plaisir de venir.
En revanche, c'est toujours... Génial, ça donne envie de venir te voir, Chloé. Mais non, parce que ça demande un effort. Ouais. Hein. Ça demande de revenir dans un état de « je suis acteur de ma respiration ». Ouais. Et il y a un moment donné dans cette respiration, en fait, où ça devient... On rentre dans un état modifié de conscience, presque. Et ça peut... il va falloir presque passer au-delà, faire confiance à la respiration, qu'il y a un processus qui s'opère et que c'est au service de notre bien-être. Donc forcément, c'est pas toujours confortable. En fait, comme dans toute libération émotionnelle, c'est pas toujours confortable. Et ben c'est ça aussi une séance de breathwork. Par contre, tu repars, c'est toujours dans un état de détente incroyable. Dans les 2-3 jours qui suivent, tu te sens bien. Il y a toujours aussi. C'est puissant, quoi. Ouais, des moments de prise de conscience. Non. Si je suis convaincue pour le pratiquer encore pour moi, pour l'avoir appris, le pratiquer depuis des années. C'est extraordinaire. Et du coup, ce serait quelque chose qui serait intéressant de faire régulièrement, genre une fois par semaine, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et toi, tu proposes des cours en dehors de tes coachings, des cours de breathwork ? Alors, j'ai proposé des cours de breathwork en collectif. C'est vrai que sur Caen, pour l'instant, il n'y a pas une grande demande, faut être clair. Moi, c'est une pratique qui arrive des États-Unis, donc c'est pas très connu, peut-être. C'est pas très connu, donc. Après ce podcast, ça va être super connu, tu vois. Peut-être, j'en serais ravie parce que je suis sûre et convaincue que ça aiderait énormément de gens. Maintenant, effectivement, par contre, je le mets à contribution dans mes coachings individuels pour les personnes. Oui, c'est un outil utile dans tes suivis. Oui, mais tout à fait. Et donc, il y avait aussi le yoga du rire que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah bah ça, c'est la même chose, en fait. Sourire à la vie est de sourire. Mais vraiment, tu vois, je veux dire que pour moi, tout est utile, en fait. Donc, la respiration, elle va venir t'aider au système nerveux interne. Mais rire, ça vient aussi t'aider au système nerveux interne à le réguler, à le rééquilibrer, parce qu'on va aller de la même manière que le breathwork. Ensuite, il va y avoir une diffusion des hormones à l'intérieur de toi, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine, etc., l'ocytocine, qui vont te permettre de te sentir mieux. Mais c'est un vrai rire ? Parce que c'est quoi le yoga du rire ? Alors, le yoga du rire, merci de ta question, c'est vrai, parce que pour moi, c'est évident. Oui, c'est vrai que ça, oui, forcément. Le yoga du rire, en fait, c'est déjà, on n'a pas besoin d'être humoriste. Ok. On n'a pas besoin d'avoir des blagues à son actif. D'accord. Je n'en ferai pas non plus, en fait. C'est-à-dire que c'est créé en Inde et dans les années 80, et en fait le docteur qui met en place ces yogas du rire découvre en fait que le rire spontané et le rire déclenché ont les mêmes vertus sur le système nerveux interne. Voilà. Tu veux dire que si c'est un rire, quand tu vas voir un spectacle d'humoriste ou un rire que tu déclenches volontairement, ça a les mêmes effets. Exactement. C'est fou, ça. Et il découvre en même temps qu'on rit de moins en moins dans la vie. Bon, la corrélation des deux fait que, tiens, ce serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce que ça amène, en fait. Et donc, il crée les premiers clubs de rire comme ça dans les années 80. Et ça prend une effervescence internationale, puisqu'aujourd'hui, il y en a plein partout dans le monde. Et juste une séance de yoga du rire, au-delà du fait que, en fait, c'est comme une séance d'aviron, donc c'est énorme en termes de... Une séance d'aviron. C'est-à-dire que quand tu fais de l'aviron, ça donne une dépense calorique. Ouais. C'est la même chose, en fait, une séance de yoga du rire. Donc ne crois pas que c'est aussi là... Ça fait bosser les abdos à fond les ballons. Je vais te dire que les zygomatiques travaillent, les abdos aussi, et c'est une vraie séance de sport. Okay. Déjà, donc c'est pas mal. Tu ris, tu fais du sport. Ça dure, pareil, 3/4 d'heure à peu près. Et en fait, tout au long de la séance, on va déclencher des rires. On va faire du rire artificiel. La personne qui va être guide dans cette séance-là, en fait, montre quel rire on va faire, et ensuite on le reprend tous ensemble, et c'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. En fait, il y a parce que se forcer, entre guillemets, à rire, du coup, techniquement, c'est pas évident. Après, il faut que le groupe soit le bon groupe, ça c'est vrai. C'est important que le groupe soit en symbiose. Ce que ça vient travailler aussi, le yoga du rire, c'est le regard de l'autre. C'est ce que j'allais dire, le lâcher prise par rapport au regard de l'autre, quoi. Exactement. Et moi, ça, j'adore aussi, notamment pour les personnes qui ont des difficultés avec le jugement de l'autre, venir en séance de yoga du rire, mais vraiment, ça vient faire travailler ça. Ça vient aider à s'en foutre davantage, à se rendre compte qu'on est tous les mêmes, et puis que finalement, quand on baisse les masques, on peut trouver une bonne partie de rigolade tous ensemble et profiter et partager ensemble, quoi.
D'accord. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein, parce que quand le groupe est bien fait, et j'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, tout le monde va jouer le jeu. De toute façon, on est venu là pour ça. Donc, ce serait dommage de pas en profiter. Et en fait, vu que moi, je montre le rire qu'on va faire tous ensemble, donc déjà, je commence par être ridicule. Bon, a priori, si je suis à l'aise avec le fait de ridicule, ça va pour les autres. Et en fait, c'est juste ça. Bien sûr qu'après, à chacun son rythme, à chacun sa manière de faire, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc, il y en a qui vont rire plus ou moins fort, en fonction de si on est plus ou moins introverti, extraverti, etc. Mais on n'est pas là pour juger, justement. On est là pour partager, se faire du bien et rire ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à choisir cet outil-là, en fait? Enfin, j'ai même envie de dire ces outils-là, parce que tu es quelqu'un, tu as dit tout à l'heure, quand même, de très... c'est pas cartésien que tu as dit, c'est très... pratico-pratique, pragmatique, ouais. Et du coup, tu as choisi quand même des trucs... Bah, c'est vrai que c'est assez... c'est pratico-pratique. C'est pratico-pratique, mais c'est original. Oui. Où est-ce que... Enfin, Breathwork, où est-ce que tu en as entendu parler, déjà, par exemple? Breathwork, où est-ce que j'en ai entendu parler? Sur les réseaux. Je pense que j'ai découvert ça il y a quelques années sur les réseaux, je crois. Ouais, sur les réseaux. Et le yoga du rire, ça devient d'où? Parce que c'est quand même des outils. Ça fait des années, ça, le yoga du rire. Ah si, le yoga du rire, c'est quand j'ai commencé DRH. Pour ma journée de cohésion, je voulais faire du yoga du rire. C'est tout simple. C'est que moi, je ris beaucoup. J'aime le rire. Je trouve que... Oui, mais tu aurais pu choisir d'être humoriste. Mais non, tu as choisi le yoga du rire. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, bah oui, j'ai trouvé le yoga du rire parce que je trouve que c'est plus abordable qu'humoriste pour tout le monde. En fait, on n'est pas tous avec de l'humour. En revanche, on peut tous rigoler de manière forcée. Et encore une fois, non, mais c'est la joie, en fait. Ouais. Tu vois, et quand tu remets la joie dans ta vie, eh ben, ça a un vrai impact sur ta vie, en fait. Si on riait même que 5 minutes par jour, ça changerait déjà beaucoup de choses. Oui, tu disais tout à l'heure, parce qu'on discutait un petit peu avant, tu disais que des fois, tu mettais des vidéos d'humoristes peu de temps avant d'être couché pour te mettre dans cette humeur de joie pour aller te coucher. Oui, bah oui, j'ai la télé, je la regarde plus depuis, je crois, les années 2010. Hein, donc voilà, et donc les infos au grand drame de mon entourage, je ne les connais pas. En revanche, moi je suis convaincue c'est pas que je suis convaincue, en plus c'est prouvé, on se réveille comme on se couche, et donc je préfère mettre de la joie quand je me couche pour pouvoir me réveiller joyeuse le matin. Voilà. Et donc, oui, je vais regarder des humoristes le soir avant de me coucher pour avoir ma dose de Et ça rire, marche le matin, t'es de bonne humeur? Ouais, je suis de bonne humeur le matin, ça c'est clair. Ouais, c'est rigolo. Ok. Et du coup, Chloé, il y a autre chose que tu fais, donc très certainement avec ces outils-là, c'est le bilan de compétences. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené vers le bilan de compétences? Toujours cette passion du coup d'aider les gens. Ouais, toujours cette passion de l'évolution. Enfin, encore une fois, c'est vraiment tout ce que je faisais. Après, moi, j'ai 12 reconversions aujourd'hui à mon actif. Bon, et ce sera pas la dernière, faut être clair. Je suis passionnée du changement, j'adore le changement. Je crois profondément que quand tu es acteur de ton changement, ça va bien se passer. Quand tu subis ton changement, c'est compliqué. Oui. Je me rappelle dans un plan social auquel j'ai participé dans une de mes expériences professionnelles, 2 personnes à peu près de même catégorie sociale, avec les mêmes problématiques personnelles, à peu près du même âge, etc. Une me dit, mon Dieu, Chloé, ça va être compliqué, tu te rends compte, il va falloir que je retrouve un job, etc. Alors que tout est fait par ailleurs pour pouvoir bien l'accompagner. Et l'autre me dit, mais tu te rends compte, Chloé, l'opportunité, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir enfin construire le projet de mes rêves, quoi. Voilà. Bon, pour moi, accompagner les personnes qui sont en reconversion, il y a ceux qui ont décidé le changement, ça c'est une chose. Et puis parfois, tu as souvent aussi des gens qui n'ont pas décidé le changement. Qui subissent parce qu'ils ont été renvoyés ou parce qu'ils font un burn-out, des choses exactement, comme ça. Exactement. D'autant plus si tu ajoutes la tranche 45-55. Moi, c'est souvent ma clientèle, 45-55. Alors là, où on se met une étiquette, on est trop vieux, etc. Machin. Non, il faut arrêter ça aussi. Quand tu poses un regard sur les personnes, avec la confiance qui sont brillants d'abord, qui vont y arriver ensuite, leur expliquer où ils en sont, prendre le temps avec eux de les écouter, tu vois. Ça change tellement de choses. Mais vraiment, ça change tellement de choses. C'est-à-dire que juste de redonner de l'importance à la personne, elle commence pas l'accompagnement de la même manière. La manière dont tu vas aussi, et à chacun son style, encore une fois, c'est juste que moi je parle de mon style. Tout le monde a son style. Mais parler positivement, d'essayer toujours de l'accompagner le plus positivement possible, dans l'écoute et en reconnaissant aussi son niveau là où il en est émotionnellement, etc.
Les personnes, en vrai, ça les dynamise, elles se sentent soutenues, accompagnées. Elles se sentent comprises aussi. Et ça a des vraies vertus pour le résultat derrière. Donc, le bilan de compétences, c'est comme ça que je l'ai pensé. J'ai créé tout un programme de développement personnel pour permettre à la personne à la fois d'introspecter pendant 10 semaines avec une boîte à outils, mais aussi à avoir des outils de motivation et des outils de confiance en soi. Parce que des fois, il faut redorer aussi la confiance en soi, d'estime de soi, de valeur de soi, tout ça évidemment, parce que la confiance en soi n'est que la résultante. Mais juste d'accompagner cet aspect-là tout au long du parcours qu'il va avoir de bilan de compétences. Et puis en parallèle, on va faire du coaching en gestion de carrière, bien sûr, puisqu'on est dans le bilan de compétences avec des tests, etc., comme il faut. Et puis, quand la personne le souhaite, on va aussi aller sur une lecture de design humain. Moi, j'utilise le design humain comme un autre test au service de l'orientation professionnelle, mais surtout de la compréhension de la personne, au service de sa vie professionnelle. Voilà. Après, je fais aussi des lectures de design humain par ailleurs autrement, mais là, dans ce contexte-là, c'est comme ça. Comprendre pour la personne qui elle est, son potentiel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est là, pourquoi elle a telle ou telle énergie, pourquoi dans telle situation c'est compliqué, pourquoi dans telle situation c'est tellement génial pour elle, elle s'épanouit, comment elle prend les meilleures décisions, comment c'est le meilleur entourage pour elle, etc. Je n'ai jamais eu un avis négatif sur une lecture du design humain et je peux même dire que ça a énormément aidé dans des réorientations professionnelles, des reconversions. Ça a donné énormément de sens pour les personnes. Okay. Donc design humain. Design humain, là, ouais. ça, est-ce que ça te va si on coupe ce podcast maintenant et qu'on en reparle dans un... Avec plaisir. Je pense qu'il y a des choses à dire. Là, tu vas sur un sujet qui me passionne. Ah bah oui, non, mais justement, c'est top. En tout cas, merci de ton temps pour ce premier épisode avec toi de podcast. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, donc, à très vite dans un autre épisode. À très vite.